Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, temps additionnel, l'AFC Corner ou bien Efrikia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 8e numéro de Lucarne Opposé est désormais disponible. Un numéro consacré aux idoles méconnues du monde Lucarne Opposé, ces légendes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique qui n'ont pas su ou n'ont pas pu se faire connaître de l'Europe. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Hello, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. Au regard de l'actualité, et oui, Bola Latina ne pouvait s'économiser une escale en terre chilienne, où les tremblements qui secouent le pays ne sont cette fois-ci pas le fait de la tectonique des plaques, mais celui, je prends des pincettes pour le dire, d'une fronde populaire contre la politique libérale du président Sebastián Piñera et de ses prédécesseurs. Le football étant bien souvent à la fois un miroir, un vecteur, ainsi qu'un outil social, vous l'aurez compris, la question que l'on se pose à Lucarne Opposé, c'est quel est donc son humble rôle dans cette actualité, si tant est qu'il en est un? Pour y répondre, je serai accompagné de notre rédac-chef, maître S football chilien, Nicolas Cougo, comment vas-tu? Salut Simon, écoute, ça va très bien, beaucoup mieux que le Chili en tout cas. Ravi de l'entendre, et ainsi je serai également accompagné de Gabriel Micolon qui fait son premier podcast avec nous, même s'il est là sur Lucarne Opposé depuis très longtemps, qui vit de près les événements puisqu'il réside actuellement à Santiago. Comment vas-tu, Gabriel ? Écoute, ça va très bien, malgré les événements, là ça s'est un petit peu calmé, mais voilà, tout va bien, ne vous faites pas de soucis pour moi, on n'est pas en danger, on se sent bien en sécurité, et ça c'est le plus important. Nous voilà rassurés. Bien, alors avant toute chose, histoire de placer le décor et surtout le contexte, Gabriel, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il se passe concrètement au Chili ? Alors, je vais essayer d'être assez bref, mais aussi de mettre un peu tout ça en contexte. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la révolte chilienne. C'est la hausse du ticket de métro. Donc, en fait, pour vous donner une idée, cette hausse, elle a été de 30 pesos, ce qui est l'équivalent de 3 ou 4 centimes d'euros. Donc, c'est pour ça que quand on parle vraiment de goutte d'eau, c'est vraiment une très petite goutte d'eau, c'est une micro-goutte d'eau. Mais cela, en fait, a réveillé un peu beaucoup de problèmes enfouis depuis très longtemps dans la société chilienne, qui a été pendant très longtemps le modèle néolibéral du monde, un espèce de laboratoire. Au moins sud-américain. Au moins sud-américain, oui. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont commencé cette révolte, ce sont les étudiants, beaucoup de lycéens, et qui ont une culture un peu de lutte beaucoup plus forte que l'ancienne génération. Et donc, d'une certaine manière, ils se sont révoltés pour les autres. Ils se sont dit 30 pesos, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça peut être plus et ça peut aller plus loin. Et c'est comme ça que ça a commencé. Par rapport aussi à ces 30 pesos, faut dire qu'en moins d'un an, c'était déjà la deuxième hausse. Et depuis le début du gouvernement de Sebastián Piñera, c'était déjà la troisième hausse en 2 ans. Donc du coup, voilà, c'était vraiment à force de goutte d'eau, le peuple a explosé, implosé et a fait part de sa colère envers le gouvernement et la classe politique. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que pendant une semaine, il y a eu des manifestations, surtout dans le métro. Le slogan était Evade, ce qu'on pourrait traduire en français par ne pas payer ou sauter par-dessus le métro pour ne pas payer. Frauder. Ce qui est aussi un peu un jeu... Comment ? Frauder, voilà. Exactement. Mais au-delà de frauder, mais éviter de payer, voilà. Fraude citoyenne.
Voilà, et c'est exactement. Non, c'est exactement un peu le terme. Mais ce qui est aussi un peu un jeu de mots parce que évader, c'est aussi le terme évasion. Donc c'est pour dire que toi, tu peux faire de l'évasion comme la classe politique qui fait de l'évasion fiscale, d'impôts et compagnie. D'accord. Donc, ce sont surtout les étudiants qui ont mené le début de cette ronde. Et ça a pris toutes les couches de la société depuis. Oui, donc ça a touché toutes les classes de la population. Et en fait, le point culminant, ça a été le vendredi 18 octobre, où spontanément, en tout cas de ce qu'il en ressort, le temps dira si c'était si spontané que ça ou pas, mais spontanément, beaucoup de gens ont commencé avec des cacerolas, ça c'est très typique de l'Amérique latine, mais en particulier du Chili, c'est-à-dire sortir avec sa poêle, sa casserole et son touilleur en bois. Oui, ou cuillère en bois, ça fait un peu plus de bruit, que ce soit sur les balcons ou dans la rue. Et là, en fait, ça a été une nuit assez folle, on va dire, parce que il y a eu beaucoup de stations de métro qui ont été brûlées, dont celle à côté de chez moi. J'y ai assisté, c'était assez fou parce que des cailloux, ils jetaient, les manifestants, les gens, beaucoup de jeunes jetaient un peu tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage aux policiers qui étaient retranchés en métro, qui ont répondu faiblement ce soir-là, en tout cas par quelques lacrymos, et après ils sont partis, ce qui fait que les pillages ont commencé, notamment de la petite boutique d'en bas, et qui après, c'était assez amusant à voir, mais les manifestants offraient les bouteilles d'eau, les pains et compagnie aux manifestants. D'accord. Donc voilà, donc ça a commencé à toucher toutes les couches. Et on en est où aujourd'hui ? On en est où alors c'est un peu complexe à dire. On attend des réponses du gouvernement. Il y en a donné quelques-unes, mais qui apparemment ne satisfont pas les manifestants. Les manifestations baissent un peu en intensité, ce qui est un peu logique dans beaucoup de mouvements sociaux, parce qu'il faut aussi que la normalité reprenne, le travail reprenne. Les manifestations prennent un peu le relais d'assemblées participatives, de quartiers, de groupes sociaux, d'artistes, de professions aussi, pour essayer de donner une réponse un peu plus citoyenne et beaucoup plus coordonnée à cette crise et pour qu'il y ait un changement profond. Ça, c'est un peu la suite. Des manifestations, il y en a de moins en moins et elles sont de moins en moins violentes, mais c'est vrai que la semaine dernière encore, il y avait des barricades avec du feu et compagnie. Non, c'était assez tendu. Ça l'est un peu moins ces jours-ci. Très bien, écoutez, oui, tendu, hein, on le rappelle, il y a eu tout de même eu des morts, et de nombreux blessés, hein, donc tout cela ne s'est pas fait malheureusement sans violence. Mais on n'est pas là pour analyser cette partie-là des événements chiliens, la partie sensiblement politique. On est là pour parler, comme d'habitude sur Bola Latina et Lucarne Opposé, on est là pour parler football, bien sûr. Alors, pour reprendre notre sport, d'un point de vue très terre-à-terre, on imagine, Nicolas, Gabriel, que tout simplement l'organisation même des compétitions n'a été chamboulée, non ? L'organisation a été plus que chamboulée, puisqu'il n'y a plus de championnat depuis. Les matchs sont reportés les uns après les autres. On est en train, pour dire les choses d'aujourd'hui, alors j'ai pas les toutes dernières infos des dernières 24 heures, mais on commence à se demander comment on va finir la saison. Parce qu'on rappelle que le championnat chilien est dans son sprint final, hein. La saison touche à son terme, mais tu vois, on est début novembre et le retard commence à s'accumuler. Donc ça veut dire qu'il va falloir accélérer le rythme. Donc oui, en termes purement sportifs, il n'y a plus de football au Chili. Les clubs, pour l'instant, se contentent de faire des petits matchs amicaux pour essayer de rester en jambes. D'ailleurs, oui, Gabriel. C'était pour compléter un peu ça. Là, donc, ce week-end dernier, ça a été reporté encore une fois. Et là, j'ai vu les dernières infos qui parlent de jouer des journées, une ou deux journées pendant les dates FIFA. Ce qui au Chili ne se fait pas vraiment. Je sais que dans d'autres pays d'Amérique latine, ça ne les dérange pas. Mais au Chili, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Voilà, c'est un peu les dernières nouvelles.
Oui, on imagine que le football amateur, féminin, tous les autres footballs sont également touchés. Ouais. D'ailleurs, la finale de la Copa Libertadores 2019 est prévue au Nacional de Santiago de Chile ce 23 novembre prochain. Côté chilien, on a assuré il y a encore quelques jours, côté chilien d'ailleurs de la part de l'organisation de la confédération du CONMEBOL, on a assuré il y a encore quelques jours vouloir et pouvoir garder l'organisation de cette finale. Ça n'a pas bougé, ça ? Non, ça n'a pas bougé. On a, tu l'as dit, il y a quelques jours, la ministre des Sports a réaffirmé la position chilienne, qui est d'organiser cette finale. La CONMEBOL, elle avait d'abord apporté son soutien, conserver, comment on dit en termes de foot, garder sa confiance en le Chili pour qu'il organise cette finale. La semaine dernière, les billets des supporters pour River et Flamengo ont été mis en vente par le site de la CONMEBOL. Pour l'instant, on fait comme si de rien n'était, façon de parler, c'est-à-dire qu'on ne change pas, on garde le cap. Il reste 19 jours, ça va être très compliqué de changer de lieu pour une finale à 19 jours de celle-ci. Ah oui, est-ce que du coup, du côté de la fédération, des clubs, des institutions, en tout cas de la fédération qui continue de vouloir organiser cette finale, par exemple, et tu l'as dit, qui fait semblant de ne pas voir ce qu'il se passe, est-ce qu'on est tenté de dire qui ne dit mot consent, ou dans quel camp se situe la fédération et les instances du football chilien? Oui, c'est difficile à dire. Je pense que la NFP, donc la fédération chilienne, est très mesurée. D'une certaine manière, je dirais que implicitement, elle soutient le gouvernement, pas forcément les mesures, mais elle dit qu'elle n'est pas pressée de reprendre le championnat tant que les conditions ne sont pas réunies. Donc c'est une manière de dire au gouvernement, nous on vous met pas la pression, faites ce que vous avez à faire de sa manière, mais ça ne veut pas dire qu'elle consent les mesures du gouvernement. Par contre, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai quelque chose d'assez intéressant, c'est la prise de position du syndicat des joueurs chiliens, qui est très forte en faveur des manifestants, des protestations, des demandes de la population, et qui a fait beaucoup de déclarations politiques en faveur des changements pour le pays. Ouais, il faut dire quand même, c'est un peu comme partout, c'est-à-dire que Gabriel parlait, et on va en reparler, du syndicat des joueurs, et on va dire les acteurs de manière générale, c'est-à-dire les joueurs, même parfois certains entraîneurs ou tu vois des entraîneurs et joueurs, on va rester sur entraîneurs et joueurs, peuvent prendre position. La fédération, en tant qu'institution, n'a pas le droit de prendre position politique. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas se le permettre. Donc c'est difficile de dire qui ne dit mot consent. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas prendre un parti dans cette histoire, tout comme la CONMEBOL ne peut pas prendre parti. La seule chose qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent dire, c'est répondre à la question: est-ce que les conditions sont suffisantes pour organiser, là on parle de la finale de la Libertadores, pour organiser la finale de la Libertadores? Le gouvernement dit oui, donc la fédération est obligée de dire ok alors, la CONMEBOL dit oui dans ces cas-là, mais tu vois par exemple par rapport au championnat, c'est ce que dit Gabriel, y a pas le gouvernement dit on n'a pas les moyens de mettre suffisamment de sécurité dans les stades, donc la Fédé, la décision c'est vous n'avez pas les moyens, très bien, nous on retient le championnat pendant ce temps-là. Et point. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer politiquement. Mais les clubs qui, eux, ont pour le coup des racines bien souvent beaucoup plus sociales, ancrées dans des communautés ou parfois dans des quartiers. Communautés, je pense à Unión Española, Audax Italiano, bien sûr, El Palestino. Et puis pour les plus sociaux, les quartiers, je pense à Colo-Colo, à La U, et c'est même national pour ces deux-là. Comment est-ce que les clubs s'alignent aussi parce qu'ils n'ont pas le choix sur le gouvernement? Moi j'ai été assez surpris des prises de position des clubs. Alors bien sûr, j'ai pas pu voir toutes les prises de position, mais à droite à gauche, j'ai pu voir quelques prises de position. Au Chili, c'est un peu particulier parce que la plupart, en tout cas beaucoup de clubs professionnels, sont divisés en deux entités. Il y a une structure, on va dire, qui est le club au sens structurel, l'institution, qu'on pourrait comparer un peu en France à l'association des clubs qui a le numéro d'affiliation pour jouer le championnat et compagnie, et la société privée, société anonyme, qui elle gère le football purement professionnel. L'exploitation, le domaine d'exploitation commerciale un peu. Voilà, qui fait beaucoup de débats au Chili. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un podcast
plus tard. C'est noté. Mais du coup, comment ? Je dis c'est noté. Ah, parfait. Et du coup, les clubs, les institutions, elles ont une vocation très sociale puisqu'elles n'ont pas d'objet, elles ne sont pas objets lucratifs. Donc du coup, elles sont vraiment sur le terrain, elles font beaucoup de choses. Et en plus, elles voient aussi d'autres choses qui ne sont pas que le football, c'est-à-dire que des clubs de boxe du club, des clubs même, ça peut aller jusqu'aux échecs et compagnie. Donc du coup, il y a un enracinement très local, ancré dans les quartiers et compagnie. Donc par exemple, de ce point de vue-là, le Colo-Colo s'est engagé alors en faveur des manifestations aussi, mais surtout au-delà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il s'organise de plus en plus d'assemblées participatifs pour faire un peu comme les cahiers de doléances à l'époque de la Révolution française. D'ailleurs, la situation du Chili rappelle d'une certaine manière certains épisodes de la Révolution française. C'est assez troublant les similitudes qu'on pourrait faire. Et donc du coup, le Colo-Colo a organisé ces assemblées participatives pour pouvoir recueillir des doléances de la communauté colocoline. Donc du coup, c'est quand même des actes forts, politiques même, je dirais d'une certaine manière. Et c'est aussi une chose qui m'a surpris, c'est que la société privée a pris position, pas forcément de manière aussi politique, mais en tout cas de manière économique. Le président s'est engagé à monter le salaire minimum du club, que au Chili, au Colo-Colo, personne ne gagnera moins de 450 000 pesos, ce qui fait à peu près, on va faire grosso modo 600 €, ce qui est un tiers de plus que le salaire moyen officiel. Donc du coup, les clubs sont assez engagés. Il y a aussi, je sais que dans la région au sud de Santiago, il y a 8 clubs plus ou moins de l'élite de la région qui se sont engagés à travers un communiqué commun en disant qu'ils allaient voir comment ils pouvaient s'engager pour un Chili meilleur. Il y a aussi j'ai lu, parce que il y a déjà 2 articles, si nos auditeurs sont intéressés de compléter ce podcast par quelques articles. Il y a également l'article que tu as sorti sur Lucarne Opposée qui relate très bien les sorties dont on va en parler de certains joueurs, mais aussi celles de clubs que l'on rappelle. Il y a aussi les Santiago Wanderers qui ont pris une autre position que Colo-Colo, qui n'est pas non moins intéressante. Oui, mais c'est la corporation. C'est ce que dit Gabriel. C'est ceux qui ont pris position du côté du Wanderers. C'est la structure associative, on va dire, et qui elle, oui, a mis clairement, est allée clairement pour aider les victimes de la répression policière et militaire. Je crois qu'il y a aussi des victimes du pillage, si Gabriel me contredira. Mais voilà, c'est une position claire qui a été prise pour venir en aide à toutes les victimes de ce qui se passe actuellement. D'accord. Oui, par rapport à Valparaiso, alors déjà, ça aussi c'est une thématique très intéressante, mais entre la corporation, donc l'institution, on va dire, et la société privée, il y a une guerre ouverte très très forte. Et Valparaiso aussi par rapport aux manifestations, on parle beaucoup de Santiago parce que ça produit beaucoup d'images, mais Valparaiso est une ville qui a énormément souffert de cette crise parce que c'est une ville qui se révolte beaucoup plus fortement. Et aussi il y a le congrès qui est le congrès est à Valparaiso, donc du coup le centre-ville de Valparaiso a été fortement détruit par des pillages ou par la répression policière. Enfin, voilà, c'est une ville qui est meurtrie en ce moment. C'est important de le dire. Et parmi ces clubs, parce que là on a cité Colo-Colo qui est très populaire au Chili, d'envergure nationale. Il y a des clubs, je pense, comme ça, à la Católica, qui a son groupe, sa barra de supporters, évidemment, comme dans n'importe quel club de foot, avec des gens souvent populaires, mais néanmoins, c'est un club qui est souvent affilié à une catégorie sociale plus aisée. Est-ce qu'on voit une séparation entre les clubs, entre les prises de position, comme tu l'as dit, celle de Colo-Colo, celle des Santiago Wanderers, ou des clubs qui ont des origines sociales plus aisées, comme la Católica? Moi, j'ai pas forcément vu les prises de position du club, autant l'institution que la société privée. Donc, je saurais pas dire au sens officiel. Par contre, au niveau des barras, donc du coup des groupes de supporters, ceux de la Católica sont aussi sortis. Et aussi, on a cette image que c'est des quartiers un peu riches, ce qui est vrai, mais la barra n'est pas forcément est beaucoup plus populaire que ce que l'on croit.
Comme toujours avec ce genre de club. Exactement. Par contre, ce que je sais, ce que j'ai su par certaines sources, c'est que beaucoup, certains jeunes de la Católica sont allés, jeunes du centre de formation, des moins de 19, compagnie sont sortis. J'ai vu les images de supporters de la Católica manifestant aux côtés du Colo et de la U. Et j'ai vu aussi l'histoire d'un joueur de la Católica qui aurait été par manifestant. Et il y a aussi, j'ai lu ce matin le témoignage de José Pedro Fuenzalida, donc international chilien, qui je crois est capitaine de la Católica, qui lui est issu justement d'une classe aisée. Il ne s'en cache pas, il assume. Et du coup, lui, il dit oui, j'ai beau être d'une classe aisée, mais je comprends les revendications du peuple. Et le foot m'a permis de voir notre réalité. Moi, je mettais 10 minutes pour aller au centre d'entraînement et je voyais certains de mes collègues qui mettaient 2-3 heures en transport en commun pour arriver. Donc ça, c'est intéressant à signaler le témoignage de Fuenzalida. D'accord. Ouais, et puis d'autres joueurs de la Católica ont clairement pris position. Et comme dit Gabriel, on n'a pas franchement vu de réaction de l'institution ou de l'association. Enfin, vous utilisez le terme que vous voulez par rapport à ce que l'on a expliqué avant. Mais au niveau des joueurs, on a vu César Pinares, on va en parler, qui a soutenu Aranguiz, qui était dans les marches, qui a traité les comment dirais-je, les carabiniers. Enfin, il a traité surtout les mamans des carabiniers. Donc voilà, lui, il a pris une position très très claire du côté des manifestants. Donc, si le club ne s'est pas exprimé, ces éléments constituant ses principaux actifs, si je dois parler en termes libéral de la chose, c'est-à-dire ces joueurs, beaucoup ont pris très très clairement position. D'accord, on y vient tout doucement, on y vient justement. Tu as parlé de Chala Aranguiz qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain chilien qui joue en Allemagne, au Bayer Leverkusen. Les joueurs, est-ce qu'il y a eu des prises de position claires de la part des joueurs chiliens locaux qui vivent du coup les événements de près, comme expatriés, et comme beaucoup des internationaux de la Roja? Je sais pas par où on peut commencer, peut-être par les locaux, puisque c'est dans ton premier terme. Moi, j'ai été relativement surpris, agréablement, des prises de position des joueurs locaux. Beaucoup de joueurs dont j'aurais pas pensé qu'ils prendraient position, ou en tout cas pas si vite, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui essayent il y a une vague un peu de protestation, donc du coup qui essayent de surfer ou qui sont obligés de communiquer à cause de la pression sociale et donc du coup qui peuvent difficilement aller contre les manifestants. Mais je sais que les capitaines des clubs professionnels avaient prévu de se réunir pour voir comment ils pouvaient intervenir à moyen et long terme à travers la CIFUP, donc le syndicat des joueurs, justement on en a parlé tout à l'heure. Donc du coup la prise de position, ne serait-ce que du syndicat de joueurs professionnels, est vraiment très claire et sans ambiguïté, et ça c'est vraiment très très intéressant, très fort. Après au niveau des joueurs locaux, il y a pas mal de joueurs au Chili qui sont engagés socialement. Je pense notamment au capitaine de Coquimbo Unido, qui est gardien de but et qui fréquemment, il met des messages en faveur des Mapuches au sud. Donc, il y a des positions très claires. Dans l'article, je parlais aussi de Nicolas Maturana. Je ne sais pas s'il est capitaine, mais en tout cas, c'est quelqu'un dans le vestiaire de la Universidad de Concepción qui porte, une voix qui porte. Et il s'est exprimé clairement en faveur d'un manifestant. Et il s'était déjà exprimé il y a, on va dire, 6 mois, ou on va dire un peu moins d'un an, au sujet d'une autre polémique qui aurait pu être cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, au sujet de compteurs électricité qui sont en train d'échanger au Chili, à l'image de la France avec les compteurs Linky. Mais là, au Chili, la protestation n'est pas sur le fait qu'il soit bon pour la santé ou pas et compagnie, ou sur la protection de données, mais sur le fait que le gouvernement voulait les faire payer aux utilisateurs, donc aux consommateurs. Ça avait fait un grand tollé, un grand scandale. Et du coup, le président Peña avait dû rétropédaler. Et à l'époque, Nicolas Maturana, après un match, avait dit « Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne faites pas payer aux gens parce que un petit grand-père, un petit papy, même si c'est pas beaucoup d'argent, lui, c'est beaucoup pour lui. »
D'accord. C'est déjà une position très forte. Voilà. Mais est-ce que cette ce soutien de certains joueurs professionnels locaux donc aux manifestations est devenu actif? Est-ce qu'on a vu des joueurs professionnels dans la rue? On en a vu, hein. Je le disais tout à l'heure, César Pinares était dans les manifestations, donc lui il est un joueur de la Católica. On a vu plusieurs joueurs, on a vu des joueurs dans des équipes de jeunes aussi, Gabriel l'a évoqué, de plusieurs clubs être aux côtés des manifestants. Alors, il y en a un autre qui est encore extrêmement connu, Jorge Valdivia. Donc lui, c'est très compliqué parce qu'on sait pas. Voilà, tu vois, là on arrive sur une autre dimension. On parle de joueurs locaux, tu vois, quand Gabriel parle de Nico Maturana ou quand moi je parle de César Pinares. Ça, voilà, c'est des joueurs d'envergure locale. Non seulement ils sont locaux, mais ils sont d'envergure locale. C'est pas des grands joueurs au rayonnement au-delà du Chili. Pour Valdivia, par contre, on est sur une autre dimension et Valdivia en a pris, parce qu'il faut le dire aussi, a pris très très cher sur les réseaux sociaux parce que Valdivia a fait partie de la campagne de Piñera il y a quelques années, en décembre 2017. Il a essayé de se défendre sur Twitter, il s'est fait démonter. Il a fini par couper ses réseaux sociaux. Mais on a vu Valdivia avec son frère aller distribuer des empanadas aux gens qui attendaient au métro. Et on sait que son frère vit du côté de Puente Alto, il me semble, un truc comme ça. Enfin, vit dans les quartiers très populaires. Donc tu vois, c'est très compliqué. Il y a eu, il faut le dire aussi, parce que comme disait Gabriel, certains joueurs ont très très vite réagi, qu'ils soient à envergure locale ou envergure internationale. D'autres ont été obligés de réagir parce que il y a eu une espèce de chasse. La force des choses. Ouais. Il y en a qu'on a forcé à réagir et il y en a qui ont été clairement chassés. Hein. C'est ce qu'il y a aussi un petit peu dans l'article, que ce soit Valdivia, que ce soit Marcelo Diaz qui a pris très cher aussi. Oui, mais Marcelo Diaz, pour le coup, son discours de départ est clair. Il est plutôt pro-gouvernement, pro-police. C'est difficile à dire parce qu'il a essayé de se défendre depuis. Et en gros, il a juste dit c'est terrible. Je sais pas s'il faut en rire, je sais pas si c'est naïf, je sais pas si. En gros, il a dit si t'embêtes pas, les flics ils te répondent pas quoi. C'est terrible. Enfin, je simplifie ce qu'il a dit à peu près, mais c'est terrible de dire ça dans ce contexte. Est-ce qu'il le pense? Est-ce que c'est totalement idiot? C'est totalement idiot de dire ça comme cela, mais est-ce que c'est de la naïveté pure ou est-ce qu'il y a une vraie raison derrière? C'est difficile à dire. Et le problème, c'est que le joueur, entre guillemets, a essayé de s'expliquer depuis, mais il peut plus, hein, il est inaudible, il s'est fait déchirer partout sur les réseaux sociaux, lui aussi il a fermé son compte Twitter et tout, c'est très très difficile. Il y a une chasse, hein, il faut le dire aussi, hein, il y a quand même une chasse, donc c'est aussi pour ça que c'est difficile d'avoir des sons de joueurs qui défendront les politiques actuelles, parce que à partir du moment où on est dans un système très très binaire, c'est le principe des révoltes, hein, on le disait, il faut faire attention avec le terme révolte populaire parce que blabla, on verra avec le recul, on n'est pas là pour analyser ça, mais c'est aussi cela, c'est-à-dire que quand il y a une vague qui emporte tout sur son passage, la moindre personne qui est entre guillemets dans le mauvais sens prend très cher. Balayer. Donc c'est difficile d'entendre les joueurs dans les autres sens. Ouais. Là justement, d'ailleurs, c'est le fait de cette chasse ou d'attendre les réactions de ces joueurs. Ces joueurs, souvent, sont parfois viennent de milieux modestes, peut-être même la plupart, mais aujourd'hui, leur statut leur confère plutôt une aisance au moins matérielle. Comment c'est perçu, du coup, par la population, ces soutiens-là, de la part de gens qui gagnent probablement 10 fois plus qu'eux, alors que justement ces manifestations viennent de problèmes de matériel et financiers de la part des foyers chiliens? C'est difficile à dire, mais déjà je pense que par rapport à l'Europe, la différence entre le salaire moyen d'un footballeur est beaucoup moindre qu'en Europe, par exemple. Donc du coup, je pense qu'il y a un peu moins de ressenti envers les footballeurs parce que ils gagnent certes très bien leur vie, mais je pense qu'ils gagnent pas forcément des millions en moyenne. C'est un peu différent quand on parle par exemple de Valdivia qui lui a un salaire européen, Colo-Colo, ou même Jean Beauséjour qui a aussi parlé, qui disait oui voilà, qui ont d'autres statuts et qui ont fait des carrières en Europe, qui ont beaucoup plus d'argent. Mais je pense que ce qu'on disait aussi, c'est que les capitaines des équipes ont l'air de s'engager et que beaucoup de joueurs se sont engagés dans les manifestations. Donc je pense qu'ils accueillent plutôt favorablement le soutien, surtout des joueurs locaux. Parce qu'on voit par exemple Marcelo Diaz, il vit plus au Chili, donc peut-être qu'il y a ça aussi, c'est de dire oui, tu vis plus
au Chili, il y a peut-être un peu, ça a pu amplifier son discours en disant tu vis plus au Chili, donc tu sais même pas de quoi tu parles. Ça a pu jouer en sa défaveur. Par rapport à Marcelo Díaz, c'est assez symptomatique de la situation actuelle qui est très explosive. C'est-à-dire que ces propos sont ambigus. Ils sont pas forcément pro-gouvernement ouvertement, mais ils sont quand même ambigus. Et c'est pour ça il suffit d'être un peu ambigu pour que de suite ça explose et que ça en devienne. Je cherche pas forcément à défendre, hein, mais ces propos ils sont je veux dire, ils se sont relativement mesurés, ils auraient pu être pires, mais voilà, c'est symptomatique un peu de la situation et que maintenant un peu tous les joueurs, on peut peut-être maintenant parler des. Ce que j'allais dire avant pour terminer sur les joueurs, on peut pas les ignorer, on peut pas les occulter. Il y a eu aussi des prises de position du côté des gros cadres pour le coup de la sélection chilienne. On pense à Arturo Vidal, on pense à Alexis Sanchez ou Claudio Bravo. Ouais, mais tu vois qu'ils sont plus des réactions j'ai presque envie de dire, surtout pour Alexis Sanchez, de posture. C'est-à-dire que, et Gabriel le dit, et c'est important de vraiment bien le distinguer. Le footballeur local ne vit pas dans les mêmes situations économiques que le footballeur de stature internationale au Chili. Donc il y a vraiment deux types de footballeurs. Et tu vois, et d'ailleurs c'est peut-être aussi pour cela qu'il reste encore très engagé. Je sais pas, c'est un autre débat, il est difficile à mener. Mais il y a aussi des gros problèmes économiques pour bien des joueurs qui évoluent au Chili, que ce soit en première ou en deuxième division. Il y a des clubs où tu n'es pas payé, où il y a des dettes. Il y a des clubs qui ont des mois de salaire de retard. C'est aussi l'une des réalités de l'Amérique du Sud, surtout en deuxième division. Mais tu vois, donc il faut vraiment distinguer deux types de joueurs au Chili. Et ça, je pense qu'il faut le faire de manière générale quand on parle de pays latino-américains. On va étendre jusqu'au Mexique, même si bon, voilà. Le joueur international qui, par exemple, est en Europe ou qui est sur des émoluments de stature internationale, Valdivia, Beau Séjour, comme a cité Gabriel, n'est pas le même joueur de foot que Nico Maturana qui joue à l'Universidad de Concepción. Et je parle en termes économiques. Donc c'est vrai il faut vraiment distinguer les deux. Et tu le vois, on aborde les géants de la sélection. Il y en a qu'on connaît pour être toujours très impliqué socialement, toujours très véhément. Gary Medel, il est toujours véhément, quel que soit le. Même sur le terrain, il est véhément. Ouais, voilà. Mais bon, lui, il est connu pour cela. Mais tu vois, il y en a d'autres. Je pense, par exemple, Claudio Bravo, Alexis Sanchez. Les discours sont quand même, c'est vraiment de la posture. Et c'est en cela, par exemple, que la position de Charles Aranguiz est très, très particulière parce que, pour le coup, lui a été véritablement véhément et dès le début. Oui, tu peux nous rappeler ce qu'a dit Charles Aranguiz, milieu du Bayer Leverkusen? Par rapport à ça, sur Claudio Bravo, je pense pas que c'est une posture parce que c'était vraiment un des premiers et il a dit quand même des choses très fortes. Il a parlé de privatisation de l'eau et compagnie, de choses. Donc c'est vraiment, je pense, c'était pas que de posture, c'est vraiment un cri du cœur. C'est pour ça que c'est assez surprenant, c'était clair. Par rapport à Aranguiz, lui a pris des positions très claires depuis le début, surtout pour les réseaux sociaux au départ. Puis il a été interrogé par une radio locale et on lui a demandé comment il vivait la situation, qu'est-ce qu'il en pensait et compagnie. Lui disait moi c'est comme si j'étais dans le quartier, si j'étais au Chili, j'irais manifester avec mes amis, ma famille, mes cousins. Et je sais très bien ce qu'ils vivent. Je sais très bien pourquoi ils sortent dans la rue. Aranguiz vient d'une commune du sud de Santiago, Puente Alto, qui est la plus peuplée du Chili et qui a 2 ou 3 stations de métro, par exemple, par rapport au reste de Santiago, qui est beaucoup mieux servi. C'est un quartier qui a été où justement il y a eu beaucoup de pillages. C'est un quartier très populaire et qui est un peu abandonné parfois aux narcotrafiquants et compagnie. Donc c'est vraiment un quartier très populaire, très défavorisé de la capitale. Donc du coup, il a dit qu'il soutenait bien sûr parce qu'il comprenait la situation à travers sa famille, à travers son histoire. Mais aussi, il a dit un truc qui fait assez polémique au Chili, parce qu'il a dit moi je ne crois pas du tout les policiers et les militaires à travers les témoignages vidéo, sonores, écrits de proches. J'ai vu beaucoup de vidéos de policiers ouvrant le passage des supermarchés ou faisant mettant en file indienne les gens pour qu'ils pillent de manière ordonnée. Donc du coup, voilà, ça fait très polémique là-dessus ces termes-là.
Donc lui, oui, en effet, on peut difficilement le taxer de posture ou d'engagement de circonstances. Bien, je vous propose de passer, on l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé un petit peu des barras, donc des groupes de supporters chiliens. Bien souvent, les groupes de supporters de football se font les porte-voix, voire les bras armés de mouvements populaires. On l'a vu récemment dans d'autres régions du monde, je pense bien sûr en Afrique du Nord. C'est un sujet qu'on a évoqué dans notre Efrica spécial Monde Arabe, que je vous encourage à aller écouter, si vous ne l'avez pas encore fait. Est-ce qu'on assiste au même phénomène au Chili ? Moi, je dirais que non, c'est vraiment, la situation n'est pas du tout comparable à l'Afrique du Nord, et que les barras sont beaucoup moins politisées que ailleurs. Après, elles prennent position, les barras. Je sais que la barra de la U, los de abajo, ont souvent des positions très sociales. J'ai déjà vu des banderoles dans différents stades en faveur de licenciés de telle usine ou compagnie. Donc, du coup, c'est quand même des engagements forts. Et par rapport à Colo-Colo, je pense moins engagé que la barra de la U. Mais l'engagement de Colo-Colo est surtout en faveur du peuple mapuche. Quand on va à un match au Monumental du Colo, on voit presque moitié-moitié de drapeaux mapuche et de drapeaux du Colo-Colo. On rappelle à nos auditeurs que les Mapuches sont un groupe indien originaire du Chili. Exactement, du sud du Chili, qui lutte depuis très longtemps et qui là aussi commence à prendre part à leur lutte, à la lutte à leur manière. Donc du coup, elles ont pas pris, elles sont pas organisées pour, elles sont partie prenante, mais elles sont pas le détonateur, on va dire, comme ça a pu être, je pense, en Égypte par exemple. Ouais, ils sont pas vecteurs de la, je sais pas si je dois dire de la résistance, de la révolte, enfin, utilisez le mot que vous voulez. Elles sont pas des manifestations. Elles sont pas des acteurs, des vraies parties prenantes. Elles ont fini par suivre. D'ailleurs, il me semble qu'on a commencé vraiment à voir les maillots 2-3 jours après les premières manifs et les premiers débordements. Je crois que c'est à partir du dimanche qu'on a vu vraiment massivement les barras dans les manifs. Donc tu vois, on n'est pas dans le même la même utilisation, la même politisation que dans l'Afrique du Nord. Là, ils ont suivi le mouvement. Alors après, tu vas me dire, ils étaient pas obligés, mais ils suivent la vague. Ce qui est très intéressant, c'est de les voir côte à côte. Donc ça, c'est assez amusant entre guillemets de voir les mecs de la U bras dessus avec ceux de Colo-Colo, bras dessus avec ceux de la Católica dans la rue. Voilà, chacun arrive. Mais on peut pas dire que ce soit des acteurs politiques des manifestations. Non, ce sont juste. En fait, c'est terriblement simple, mais c'est cela. Ce sont des gens du peuple, donc ils sont avec le peuple. Point. Voilà. D'accord. Ils sont là parce qu'ils sont comme les autres en fait. Mais ils sont pas acteurs. D'accord. Numéro 1. Juste l'histoire, tu parles de, voilà, ils sont simplement acteurs, mais l'histoire chilienne est loin d'être aussi tranquille que le long fleuve Loa, qui était le plus long fleuve chilien. Voilà, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, et qui a un tout petit débit, donc qui est tranquille pour le coup. Mais l'histoire chilienne n'est pas aussi tranquille que ce fleuve, et on pense bien évidemment en premier lieu à la prise de pouvoir d'Augusto Pinochet en 73, puis à sa chute en 90. Historiquement, comment le football chilien s'est positionné lors de tels événements ? Et là, pour le coup, club, institution, joueurs, supporters. Alors, c'est une phrase qu'on aura beaucoup dit aujourd'hui, mais il faut le dire, c'est très compliqué. C'est très compliqué de comparer les deux périodes. On voit des gens qui le font. On voit des gens qui nous reprennent aussi sur les réseaux sociaux à propos de la comparaison entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé lors de la dictature. Là, on est quand même dans un mouvement d'une population, qu'il soit manipulé ou pas, contre un gouvernement. L'arrivée de Pinochet, ce sont des chars qui vont bombarder la Moneda. On n'est pas du tout dans la même situation. Donc c'est un coup d'État militaire. Les clubs à l'époque, en 73, n'ont pas véritablement pris position. C'était très difficile de prendre position contre un dictateur qui arrive au pouvoir. On était dans une situation aussi où il n'y avait pas de championnat à ce moment-là, parce que au moment du coup d'État, le 11 septembre, c'est la sélection chilienne qui est en préparation pour aller jouer son fameux match de qualification, le match aller face à l'URSS. Donc on n'est pas dans une situation de championnat, donc les tribunes ne s'expriment pas. Il n'y a pas de match de championnat dans les tribunes,
dans les jours qui suivent l'établissement de la dictature. Ensuite, il va y avoir un sentiment un petit peu ambivalent parce que il faut, par exemple, je pense à Colo-Colo qui est l'exemple le plus connu. Tout le monde dit au Chili que Colo-Colo est le club qui a retardé l'arrivée de Pinochet. On en avait discuté avec l'historien Luis Urrutia-Onel à ce sujet-là. C'était passionnant, mais pour te donner une idée, Colo-Colo qui est le club des, on va dire les choses, on va prendre caricature un peu, mais c'est le club des gauchistes à l'époque, c'est le club de la vraie gauche entre guillemets, avec des joueurs qui travaillent, qui font des travaux d'intérêt généraux, qui sont proches du Parti communiste, etc., etc. C'est le club d'Allende, et pourtant dès que la dictature est en place, elle est pas folle. Elle met en place dans le board de Colo-Colo l'un de ses hommes. Donc Colo-Colo, le club d'Allende, va être noyauté par la junte. Donc du coup, c'est difficile de voir le club prendre une position contre la junte, sachant que son dirigeant est nommé par la junte. Tu vois, et tous les clubs vont être dans cette situation un petit peu ambivalente, cette espèce de schizophrénie. Le Chili de la dictature est schizophrénique de toute façon. On peut même parler des joueurs. Tu vois, par exemple, tout le monde pense à Carlos Caselli. Il a toujours eu des actes politique contre Pinochet. Tout le monde connaît l'épisode du refus de serrer la main, sauf que Caselli est présent avec la sélection chilienne qui joue le match dans le national vide face à personne, puisque l'URSS n'est pas là, il est sur le terrain, tout comme Chamaco Valdés ou Vélez, qui sont des mecs qui étaient opposés à Pinochet, ils sont là. Je crois que c'est Valdés qui marque d'ailleurs le but dans le but vide. Tu vois, donc il y a toujours il y a une position de base et il y a une chose qui n'est pas comparable avec ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, si tu prends position, tu risques ta vie, concrètement. Aujourd'hui, un joueur qui prend position, on va pas le retrouver en train de se faire torturer dans le vélodrome de l'Estadio Nacional dans 8 jours, quoi. Donc la situation est différente et la comparaison est différente. Par contre, au niveau des joueurs, il y a un joueur qui prend position en 88, à une époque un peu plus calme, on va dire, c'est Caselli quand il va clairement le fameux spot télévisuel avec sa maman, où sa mère raconte la torture qu'elle a vécue, et lui arrive à la fin en disant « Voilà, cette femme, c'est ma maman, votez non au plébiscite ». Là, c'était une vraie prise de position médiatique. Mais sinon, tout au long de la dictature, c'était très difficile d'afficher. On savait qui était contre, mais c'était difficile d'afficher très clairement ses opinions, parce que tu risquais ta vie, tout simplement. D'ailleurs, à propos du non, puisque tu as parlé de voter non, je ne saurais que vous conseiller, chers auditeurs, un film qui s'appelle No, tout simplement, avec Gaël García Bernal, et qui retrace très bien la fin de la période de Pinochet. Et oui, d'ailleurs, j'aimerais terminer avec Caselli. Tu as cité Caselli en 73, tu as cité Caselli en 88 comme l'un des seuls, si ce n'est le seul joueur à avoir osé, tant que faire se pouvait, manifester son opposition à Augusto Pinochet. Quelle est sa position aujourd'hui? Est-ce qu'on l'a entendu? On l'a entendu récemment, genre je sais plus dans quel média il s'est exprimé. Il est apparu inquiet et il s'est dit qu'il était un peu inquiet par ce qu'il se passait. Il s'est gardé de comparer les époques, parce que forcément c'est pas du tout la même chose. Il s'en est pris très clairement au président. Il a dit il ne lui manque plus qu'à mettre un nez de clown. Tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. Donc il est très clairement auprès du peuple. Enfin, en même temps, c'est pas une surprise de voir Caselli auprès du peuple, mais il a eu un petit peu peur. Il a justement annoncé avoir eu peur en voyant ce qui s'était passé, surtout quand il y a eu les réponses policières, les milices dans la rue, j'ai mangé le mot, l'état d'urgence qui a été et les couvre-feux qui ont été mis en place. Voilà, c'était couvre-feu que je cherchais. Ça lui a rappelé des très mauvais souvenirs et il a un peu flippé. Ouais. Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci messieurs, merci pour ce podcast que Bola Latina ne pouvait pas rater, C'était évidemment trop important de parler du Chili actuellement. On en parle, on l'a dit sur le Lucarne Opposé aussi via des articles de Gabriel, et on continuera bien entendu d'en parler, de parler du championnat, de la reprise du championnat quand il y en aura une, avec éventuellement un sacre de la Católica ou pas, de Colo-Colo ou pas. Tu peux enlever le éventuellement. Non, ils les rattraperont pas. Ils rattraperont pas. Ils les rattraperont pas. Et une relégation de la ou pas? Ah, ça tu peux peut-être l'envisager. Mais on sait pas. Ça par contre, ça va être
quand le championnat reprendra, ça va être ce qui va animer véritablement la fin de saison. Parce que autant on attend le Católica Colo-Colo qui devrait être le match du titre pour la Católica si elle s'impose, c'est le prochain match à venir. Autant l'avenir de la OU reste encore en suspens. Ouais. D'accord. Bon, merci Nicolas. Merci à toi. Merci Gabriel. De rien, merci à vous deux. C'était un plaisir et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis.